Dans cette 5e partie du développement de mon synthétiseur d'horloge, je vous entretiens des considérations, cette fois pour le routage des pistes du PCB. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Dans la vidéo partie 4 de cette série de vidéos de conception d'un synthétiseur d'horloge piloté par microcontrôleur, j'ai fait le transfert du design du logiciel de schéma au logiciel de conception de PCB. Et je vous ai entretenu des contraintes et considérations influençant le positionnement des pièces sur la plaquette. Ce qui m'a permis de faire un placement préliminaire des empreintes des composants. Évidemment, si vous n'avez pas visionné cette vidéo ou les autres vidéos de cette série, je vous invite à le faire avant de visionner celle-ci. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture des vidéos en question dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir des considérations et stratégies, cette fois-ci, du routage des pistes et des plans de cuivre. Je vais vous parler des contraintes du fabricant de PCB aussi et de plusieurs autres sujets. Car oui, il faut absolument préparer l'environnement, planifier le routage en prenant en considération l'intensité des courants, l'impédance des pistes si nécessaire, les fréquences en cause et même dans certains cas, les tensions maximales attendues. Il faut aussi connaître les limites de technologie de fabrication du PCB, du fournisseur choisi, car on ne veut pas se faire refuser le design par le fabricant de PCB. Alors, on retourne dans l'environnement KiCad. On reprend d'où on s'était laissé la dernière fois. Alors, on s'était laissé avec un placement qu'on pourrait considérer à cette étape-ci de préliminaire. Bien là, on va commencer à regarder les considérations au niveau du routage. Parce qu'on a fait des considérations au niveau du placement, des choses qu'il faut vraiment garder en tête. Maintenant, au niveau du routage, donc le passage des pistes, il y a quand même certains items qu'on doit prendre en considération. Pour qu'on voit mieux, je vais changer de mode ici d'affichage. Alors, présentement, on est sur la couche supérieure et avec page haut, page bas, ben, on change de couche et on nous montre les pièces qui sont sur la couche qui est active beaucoup plus clairement que celles qui sont sur la couche opposée. Donc, c'est plus clair. Okay? Alors, quelles sont les considérations? Le premier, c'est qu'on va vouloir se passer un plan de masse, comme je vous avais mentionné dans la vidéo précédente, sur la surface inférieure. Mais il faudra se garder en tête que ce plan de masse-là sert avant tout pour les hautes fréquences. Et pour cette raison, on va se garder un canal qui va être vraiment de gauche à droite. Donc, on va essayer de se garder une certaine forme de continuité en cuivre allant de gauche à droite. Pourquoi? Bien parce qu'on a un signal haute fréquence ici, 10 MHz, entre 10 et 40. On a des filtres, on a nos deux puces ici qui fonctionnent à haute fréquence, elles aussi. Le SI5351 produit des hautes fréquences jusqu'à 200 MHz, une onde pseudo-carrée, donc riche en harmonique. Donc, on continue avec nos signaux allant vers là et on voudra avoir un chemin de retour, des bons chemins de retour au niveau de toute la surface. Donc, on va essayer de se garder une continuité en cuivre dans le sens horizontal, okay? Qui sera essentiellement le chemin des signaux à haute fréquence. Donc, ça nous prend un bon plan de masse, relativement bon. Il ne sera pas parfait, ça ne sera pas un plan continu, mais on va essayer d'éviter de le couper dans le sens de la verticale. Le plus possible, on va essayer d'éviter de le couper. D'ailleurs, quand on analyse le RATSNEST, donc les connexions logiques entre les différents composants, ben, on voit qu'il y a une espèce de tendance à avoir un flux des signaux plus horizontal que vertical. C'est un peu normal au fond puisque la plaquette n'est pas carrée et on a une espèce de flot de gauche vers la droite là, dans l'entrée, traitement, sortie. Okay? De gauche à droite. Donc, vous voyez ici que le placement des composants, ben, je l'ai fait en gardant cela en tête. Toujours d'essayer de garder une continuité au niveau du plan de masse, de gauche à droite. Donc,
de tenter de parcourir plus à l'horizontale et bien sûr toujours en évitant le croisement des signaux. C'est toujours la même chose. On tente d'éviter de croiser des signaux, donc canal 0, canal 2, canal 4. De nos sorties, par exemple, ben, canal 0 passe sur la broche ici, canal 2 passe sur la broche juste à côté, puis canal 4 sur la suivante. Malheureusement, il y aura un petit croisement. Si vous regardez 0, 2 et 4, ben, le positionnement à la sortie n'est pas tout à fait optimum par rapport à l'ordre, mais nos trois filtres, eux, ben, sur la face avant de notre boîtier, on ne voudra pas avoir 0, 4 et 2, là. On va vouloir avoir 0, 2 et 4. Donc, ça impose une certaine direction, une certaine orientation des trois signaux. Et d'ailleurs, sur le fameux connecteur de la plaquette 5351A, ben, c'est aussi 0, 1 et 2. Donc, c'est aussi dans le même ordre. C'est ici qu'on va devoir faire la petite passe-passe, d'inverser, de faire des pistes qui vont se croiser. Donc, forcément, on devra changer de couche, là, aller à la couche inférieure, à la couche supérieure pour croiser ces signaux-là. Mais le placement, c'est toujours avec l'idée de limiter le croisement des signaux, de rendre ça le plus linéaire possible. Par exemple, regardez le quartz, je l'ai orienté pour que cette broche-ci aille sur cet îlot-ci et que cet îlot-ci aille sur l'autre à côté. Parce que si je fais une rotation de 180 degrés du quartz, les pistes vont se croiser. Hein? Pas bon. Alors, c'est cet effort-là qu'on fait. On essaie de faire le plus possible à l'avance pour éviter de devoir faire ça lorsqu'on a déjà commencé à faire le passage des pistes. D'accord? Je crois que vous saisissez l'idée. Il faut vraiment analyser déjà à l'avance, à l'œil, se dire oh, ici, cette piste-là, je vais peut-être être obligé de la passer au-dessus, ici, par exemple, ou passer sur la couche inférieure, mais comme elle est horizontale, ça ne sera pas trop dommageable pour notre plan de masse, et ainsi de suite. Ce genre de raisonnement, vous voyez l'installation des différents composants, j'ai fait ça un peu comme des pis ou des T qui se succèdent, puis vous voyez comment que les pistes vont être courtes pour connecter les différents éléments. Tout ça avec le but de limiter le nombre de pistes longues. Hein? On fait un placement qui diminue le plus possible les longues pistes. Les longues pistes, ça va nous tuer pour les entrecroisements. Alors, ça, c'est un autre critère, donc, pour nous garder notre fameux plan de masse le plus horizontal possible, c'est de faire un placement de pièces le plus optimisé possible pour éviter les croisements des pistes, pour ne pas avoir utilisé la piste opposée. D'accord? Pour faire cela, ben, il faudra tout simplement maximiser le nombre de pistes qu'on va mettre sur la surface supérieure. Éviter les pistes nord-sud sur la piste inférieure. Okay? Puis essayer de se garder des pistes seulement est-ouest qui ne viendront pas couper notre plan qui, lui, va aller est-ouest, notre plan de masse. Donc, on va se concentrer avec toutes les pistes nord-sud, de plus sur la face supérieure, et on va essayer d'en mettre le plus possible de toute façon sur la face supérieure. Les longues pistes, surtout, là, celles qui pourraient entrecouper le plan de masse. Alors, ça, c'est une autre des considérations qu'on doit prendre en considération. Là, je vous donne toutes sortes de considérations qui ne sont pas en ordre d'importance. Okay? On doit aussi prendre en compte les largeurs des pistes. On doit penser à l'avance quel genre de piste on va vouloir. Alors, je crois que l'outil par défaut, KiCad, nous fournit une piste de 1/4 de millimètre de large, 0,25 mm, on la voit ici, ou à peu près 10 millièmes de pouce. 10 millièmes de pouce, la plupart des fabricants de PCB n'ont aucune difficulté à fabriquer ça. Ils sont capables de descendre au moins à 5 millièmes de pouce, donc 1/8 de millimètre. Donc 10 n'est pas difficile. Pour les signaux logiques, ça sera bien suffisamment large, il n'y a aucun problème à ce genre de piste. Si on peut passer des pistes plus larges, ça fait pas mal. Mais vous allez voir que dans la zone ici du SI53-51, là, même 10 là, par moment, ça va être difficile. Alors, je me suis aussi défini une piste de 40 millièmes de pouce, donc 1 mm, qui va me permettre au niveau des alimentations, donc des pistes plus larges, donc qui vont donner, comme si vous voulez, une résistance plus faible, même une impédance plus faible au niveau du bruit.
donc diminuer potentiellement le bruit. Alors, puis potentiellement un courant plus élevé aussi, bien que 10 millièmes, là, on n'aura pas un courant très élevé dans ce circuit, mais on y va avec des pistes un peu plus larges au niveau du 3,3 et du 5, c'est pas une mauvaise idée. Et j'ai aussi défini une piste que je vais me servir en radiofréquence, c'est-à-dire du connecteur SMA vers les différents emplacements pour des pièces de filtre et ainsi de suite, autant que je peux, en allant à des sorties aussi, en allant vers les filtres, vers les connecteurs. Plus large la piste sera, le mieux ça sera, le mieux on s'approchera d'une impédance de 50 ohms. On n'aura pas d'impédance de 50 ohms ici, pour plusieurs raisons. La première, c'est que avec une plaquette de 1,6 mm d'épais, donc 62 millièmes de pouce, ça prendrait une piste de 100 millièmes de large, donc 2,5 mm de large, ce qui est énorme pour une plaquette de cette dimension-là. Alors, on ne pourrait pas utiliser des pistes de 2,5 mm de large ici, un peu partout, pour tenter de préserver l'impédance de 50 ohms. Non plus, il n'y aura pas de plan de masse sur le côté opposé, sur la face opposée. Il n'y aura pas de plan de masse. Il y aura peut-être un peu de 3,3 volts, mais il y a des composants, il y a toutes sortes de choses. Donc, on ne peut pas vraiment, ici, avec seulement 2 couches et ce genre de circuit, produire une impédance de 50 ohms facilement avec ce type de PCB à 2 couches. Cependant, la plaquette est petite. Ces signaux-là sont très courts. On a quelques dizaines de millimètres au maximum. Lorsqu'on pense à la longueur d'onde du signal même à 200 MHz, 200 MHz, c'est une longueur d'onde de plus d'1 mètre de long. Donc, quand on réalise les dimensions de la plaquette, on a des très petites fractions de longueur d'onde, d'une longueur d'onde pour nos signaux ici. Bien sûr, on parle d'une onde carrée, potentiellement, donc un contenu harmonique qui peut aller peut-être même dans le gigahertz et un peu plus. Mais les dimensions demeurent petites. Donc, le concept d'impédance sur les pistes ici est vraiment pas vraiment applicable parce que les dimensions sont trop petites. On ne travaille pas dans les micro-ondes non plus, là. Alors, on ne s'inquiète pas trop avec les impédances. J'ai mis une piste, j'ai créé une piste là, de 1,25 mm de large. Ça sera bien correct. Ça va nous permettre de passer entre les deux poteaux là, du connecteur SMA. Mais on n'aura pas une impédance de 50 ohms. Mais comme les distances sont courtes, ce n'est pas vraiment une question d'impédance ici au niveau du médium de transmission. OK? Alors, on ne s'inquiète pas trop avec ça. Ça, c'est les pistes que j'ai créées. Bon, d'autres considérations. On veut minimiser le nombre de VIA qu'on aura. Pourquoi? Parce qu'un VIA, ça prend de la place. Ça enlève de l'espace pour passer des pistes, tout simplement. On en aura quelques-uns, bien sûr. On en aura même on aura plusieurs pour attacher les plans. Si on a de la masse à transférer d'un côté à l'autre, on mettra plusieurs VIA pour créer le plus possible, donc diminuer les inductances d'une couche à l'autre. Donc, c'est toujours intéressant de ce point de vue-là, mais pour les signaux, eux, en particulier, on va essayer de minimiser le nombre de VIA, on va essayer de minimiser le passage d'une couche à l'autre, mais on devra le faire parce qu'on ne pourra pas passer ça tout linéairement sans faire des sauts de couche. Mais quand même, on essaie de minimiser le nombre de VIA. Les dimensions de VIA, on peut utiliser des VIA qui sont déjà définis dans l'outil, encore une fois, là, et ça fera le boulot. Les fabricants de plaquettes sont extrêmement versatiles au niveau des dimensions, au niveau du nombre différent de perçages à faire, de diamètres différents. Il n'y a pas vraiment de limite sur la quantité de trous que vous faites, sur le nombre de trous différents que vous faites, et ainsi de suite. OK? Alors, on ne s'inquiète pas trop avec ça, par contre. Alors, on va aussi se garder une bonne bande ici, je vous l'avais mentionné, sur les deux bordures latérales pour pouvoir mettre du cuivre, donc de la masse, sur laquelle le boîtier pourra toucher, se coupler pour que le boîtier soit un peu une continuité de la masse, si vous voulez. Donc, vraiment limiter les radiations à l'extérieur de notre petit circuit. Donc, on va se garder une bonne bordure, comme je vous ai mentionné, puis ça sera des deux côtés. Alors, on pourrait se créer déjà des zones d'exclusion, se dessiner des zones pour être certain qu'on n'ira pas jouer là avec nos pistes. OK? Alors, c'est juste de garder ça en tête.
Alors, une autre chose, c'est qu'on va quand même regarder les spécifications minimales que notre fabricant de plaquettes peut rencontrer. Sur les sites web, c'est toujours spécifié ça. Vous pouvez peut-être faire une fausse commande, donc pas l'envoyer, mais commencer à spécifier des choses juste pour essayer, sans peser sur envoi. Et vous allez voir les limites au niveau des largeurs de piste, au niveau des diamètres des trous, s'il y a des fentes qui doivent être fabriquées, quels sont le maximum, le minimum, et ainsi de suite. La grosseur de la plaquette. Ce sont tous des détails que vous devez prendre en considération avant de compléter votre plaquette, et même c'est l'idéal de le savoir avant de commencer. Alors vérifiez cela, sinon vous pourriez frapper un mur une fois la conception envoyée chez le fabricant, et ça pourrait vous causer des ennuis de devoir modifier votre plaquette pour soumettre à nouveau. Et finalement, il y a la grille, c'est-à-dire l'espacement, les sauts, si vous voulez, que notre curseur fait et l'ancrage que les pistes vont prendre lorsqu'on va les passer, ces pistes-là. Alors ici, il y a différentes grilles qui sont définies, on peut les changer bien sûr. Alors, je vous conseille personnellement d'utiliser une grille impériale, pas une grille métrique. C'est votre choix, vous ferez ce que vous voulez. Mais beaucoup des composants, comme l'espacement ici, des trous, l'espacement ici, c'est tout de l'impérial, c'est tout basé sur des millièmes de pouce, donc 100 millièmes d'espacement entre ces broches. Les dimensions du connecteur SMA aussi, c'est le cas. L'espace centre à centre entre chaque îlot sur les pièces, les composants de montage en surface aussi. Alors finalement, il y a toujours moyen d'arranger les choses lorsqu'on utilise une grille en millimètres, mais si vous utilisez une grille en impérial, vous êtes certain que ça va toujours arriver centré. Alors, c'est votre choix, mais moi, je vous conseille de prendre une grille impériale. Vous le voyez, elles sont définies ici 1 millième, 2 millièmes, 2,5, 5 millièmes de pouce, et ainsi de suite. Okay? Et ça vous donne l'équivalent, bien sûr, en millimètres. Ça, c'est le choix que vous faites. Moi, je vous conseille de prendre l'impérial. Vous pouvez, si c'est nécessaire, éteindre la grille ou changer une grille énormément plus fine lorsque vous devez aligner les choses parfaitement et que la grille ne vous permet pas tout à fait de faire un alignement. Mais ne prenez pas non plus dès le départ une grille qui est extrêmement fine. Ça devient plus difficile d'aligner les choses. Okay? Alors, tentez d'utiliser la grille la plus grosse possible, mais éventuellement, vous allez devoir tôt ou tard diminuer la grille, la résolution de la grille pour pouvoir aligner les choses correctement, particulièrement sur un boîtier comme ça, là, où on va arriver avec des pistes qui vont arriver bien centrées. Alors ça, c'est la grille, c'est quelque chose avec laquelle on joue. Allez-y pour le placement, en tout cas avec une grille assez grossière, puis lors du routage, vous pourrez diminuer la grille graduellement. D'accord? Bon, alors ça, c'est jusqu'à maintenant là, les considérations importantes à prendre en ligne de compte avant de commencer à passer des pistes. Alors voilà pour ce qui est des considérations et stratégies de routage pour les pistes et les plans de cuivre, aussi les contraintes du fabricant de PCB. Dans la prochaine vidéo, je vais faire une sorte de sommaire là, du processus de routage en tant que tel. Alors, je vous invite à demeurer à l'écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à la prochaine!